Samedi 28 octobre 2023 à 11h06. Bonjour et bienvenue au Grand Oral. Toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin M. Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal. M. Gassama, merci de nous faire l'honneur d'être notre invité ce matin. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de retrouver aussi Hassan et les auditeurs de Réunion. Merci, très belle chemise. Hassan, bonjour. Bonjour Fatou. Bien sapé ce matin aussi. Merci. Et grand bonjour à le président. Merci. Alors, M. Gassama, la tradition sur ce plateau du Grand Oral, c'est un portrait à défaut. Maintenant, veuillez peut-être nous en dire plus sur votre parcours. Que devrait-on savoir d'autre, à part que vous êtes le directeur exécutif de la section sénégalaise d'Amnesty International? Écoute, je pense que les auditeurs de cette télé et de cette radio sont habitués à mon portrait, qui est un portrait très varié, parce que les gens me connaissent en tant que directeur d'Amnesty, mais je suis également impliqué dans beaucoup d'autres organisations et dans beaucoup d'autres activités. Je crois que la première émission télé à laquelle je suis à Paris, c'était une émission de Sadakan, consacrée à la littérature. Parce que justement, j'allais présenter un livre que j'avais écrit et qui a été publié en 2000. Et donc, la première fois que je suis apparu dans les écrans d'une télé au Sénégal, c'était dans les écrans de la RTS. Et c'était dans le cadre de mes activités littéraires que j'ai dû un peu mettre en berne parce que, entre-temps, j'ai eu davantage de responsabilités dans le milieu des droits humains. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour continuer cette passion qui est pour moi une très grande passion. Donc je suis directeur d'Amnesty après avoir gravité. J'ai été coordonnateur réfugié d'abord, au plus fort de la crise des réfugiés en Afrique de l'Ouest, avec des milliers de Libériens, des Sierra Leone à Dakar. C'est là que j'ai commencé comme coordonnateur réfugié, ensuite coordonnateur des campagnes, c'est-à-dire toutes les campagnes d'Amnesty. La grande campagne qui a été menée pour libérer Mademba Sok a été piloté par moi-même en partenariat avec les Castro, les Fouibandia Diadji. C'est là que j'ai connu le milieu syndical et ensuite je suis devenu directeur d'Amnesty. Et aujourd'hui, j'exerce cette fonction en même temps que la fonction de membre de l'équipe de direction de AYANSA. AYANSA, c'est un réseau mondial qui comprend plus de 10 000 ONG qui lutte pour que le commerce des armes soit réglementé dans le monde. Nous avons d'abord obtenu un traité en 2013 au niveau des Nations Unies pour que les États adoptent une convention, parce que même le commerce des bananes était réglementé, sauf le commerce des armes classiques. Alors, nous avons pu obtenir cela et depuis lors, les États ont adopté des plans d'action et nous travaillons maintenant pour que ces plans d'action soient mis en œuvre correctement par les États. Et ici au Sénégal, on le fait en rapport avec le ministère des Forces armées, le ministère de l'Intérieur. Et récemment, j'ai été nommé par la secrétaire d'Amnesty dans l'équipe de direction d'Amnesty aussi, une équipe restreinte qui l'assiste dans son travail et qui la conseille dans son travail. Voilà, donc c'est un long cheminement et j'ai jamais eu d'activité politique importante. Je crois que le seul parti politique auquel j'ai adhéré quand j'étais étudiant et à sa création, c'est la CDP Garabi. Ah, vous avez milité aux côtés voilà, de... j'ai eu un passage bref à la CDP Garabi parce que j'étais séduit par le discours de Bader Thiam. La sincérité. Il y avait une telle sincérité dans son discours. Intellectuellement, il est bon. Il est bon, il était sincère. Quand vous le voyez parler, il y avait une telle sincérité. Une facilité de langage. Voilà, que je me suis dit, voilà un homme juste, voilà un homme honnête, intègre, qui peut vraiment diriger ce pays. Et donc j'ai milité pendant quelques années là-bas, et sans être connu par la direction. J'étais militant de base. J'avais ma carte de membre, j'allais de temps en temps au siège à Bob, mais je n'ai jamais cherché à être connu par les hauts d'en haut. Donc, demandez aux dirigeants de la CDP, ils ne me connaissent pas. Mais j'étais un militant qui votait pour ce parti, notamment lorsqu'Ibader s'est présenté à cette élection. Il n'a malheureusement pas fait un bon score.
Très bien, merci Monsieur Seydi Gassama pour cette présentation. Nous en avons appris beaucoup ce matin sur lui. Je vous connaissais littéraire, mais je ne connaissais pas peut-être... Souvent, beaucoup de Sénégalais sont passés par les partis. Oui. Moi, au début, c'était le pays, le PAI, le PIT. Le jour où on faisait le congrès pour l'appeler PIT, j'étais là. Vous étiez là. Très bien. Ça fait longtemps. Très bien. Alors, Monsieur Gassama, nous démarrons ce grand oral par la manifestation que des organisations de la société civile, dont la vôtre, Amnesty, a organisé hier une marche en soutien aux détenus politiques pour exiger leur libération, notamment Aliou Sané et Ousmane Sonko. Une forte mobilisation a été constatée. Quelle retombée maintenant espérez-vous de cette manifestation? Écoutez, contrairement à ce que j'ai vu titré par beaucoup de journaux ce matin, la manifestation a été organisée par les organisations de droits humains. En l'occurrence, 4 organisations: Amnesty, la RADDHO, la Ligue sénégalaise des droits humains et Article 19. Donc, l'initiative est venue de nous. Et au départ, c'était vraiment de mobiliser l'opinion nationale et internationale autour du cas d'Aliou Sané. Aliou Sané, vous savez, il est coordonnateur de Y'en a marre, qui est un mouvement citoyen qui se bat pour la défense des libertés civiles et politiques, même s'ils sont aussi actifs dans la participation politique. Parce qu'il y en a marre, Das Fananal, c'est vraiment encourager les citoyens à participer, n'est-ce pas, au processus politique. Ce qui est également un droit civil et politique, le droit des citoyens de participer à la vie politique, conscientiser les citoyens. Donc c'est pour cela qu'au niveau du mouvement global des droits humains, on a pensé que ces mouvements citoyens ne doivent pas être laissés en rade. On doit les intégrer dans le mouvement global des droits humains. Et c'est dans ce sens qu'Aliou Sané a été élu au mois d'août membre du conseil d'administration du réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains. Ce réseau regroupe toutes les organisations de droits humains qui sont en Afrique de l'Ouest. Et il fait partie des 5 membres du conseil d'administration. Et donc, si aujourd'hui il a été arrêté et emprisonné injustement, parce que l'emprisonnement d'Aliou Cissé est vraiment une forfaiture. C'est une forfaiture. C'est quelqu'un qui avait quitté chez lui et qui venait se rejoindre à d'autres leaders de la société civile, des partis politiques, pour aller rendre visite à Ousmane Sonko. Les autres leaders étaient arrivés devant la rue où habite Ousmane Sonko. Lui, il n'est même pas arrivé. Et c'est à la hauteur de la clinique Nian qu'il a été empêché, n'est-ce pas, d'avancer par la police. Il est descendu de sa voiture, les journalistes lui ont tendu le micro et c'est là qu'on l'a arrêté. C'est là qu'on l'a arrêté. Ensuite, on lui fait 2 ou 3 retours de parquet. Et puis le procureur se débrouille pour lui coller des charges fabriquées de toutes pièces, n'est-ce pas, devant lesquelles le juge d'instruction du deuxième cabinet a dit: moi, je ne peux pas le retenir. Les vidéos qu'on m'a montrées ne me permettent pas de le placer sous mandat de dépôt. Alors, il lui accorde une liberté provisoire sans aucune condition. Le procureur fait appel. Et contre toute attente, la chambre d'accusation, où il y a des juges du siège qui sont censés dire le droit, qui sont censés protéger les citoyens, parce qu'eux, ils ne sont pas sous l'autorité du ministre de la Justice, n'est-ce pas, ont suivi le procureur et l'ont mis en prison. Pour nous, c'est une agression. Le cas d'Aliou Cissé, c'est une forfaiture, mais c'est la plus grosse agression contre les libertés au Sénégal. Ça montre qu'aujourd'hui, que Macky Sall peut décider que n'importe qui peut être pris et mis en prison, et que des juges sont capables de le suivre dans cette décision-là. Et donc nous considérons sa détention comme une détention arbitraire et nous avons décidé de nous mobiliser au Sénégal autour de son cas. Donc au départ, c'était le cas d'Aliou Sané, mais il y a Aliou Sané, mais il y a aussi des centaines d'autres personnes qui ont été arrêtées, mises en prison pour des déclarations, pour des posts Facebook. Écoutez, nous sommes en démocratie. Si le président veut des gens pour lui chanter des louanges, il y a suffisamment de gens dans son parti pour lui chanter des louanges. S'il veut des griots, il y a Ablaye Mbaye Pé, il y a Hadim Mbaye pour lui chanter des louanges, et d'autres. Mais les opposants, c'est de critiquer. Et quand on critique, il peut y avoir des dérapages. On ne peut pas, parce que quelqu'un a fait une critique acerbe, a dérapé, on le prend, on le met en prison. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Donc, nous estimons que, surtout que, évidemment, même du point de vue du droit, la Cour de la CEDEAO, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour européenne des droits de l'homme, beaucoup de juridictions nationales, internationales, qui ont été saisies pour ce genre de cas, ont dit clairement aux États de dépénaliser, de supprimer les peines de prison et de mettre que des poursuites aux civils pour ce genre de délits. Tous les délits qui portent sur l'honorabilité des personnes, diffamation, injure publique, etc., ne doivent plus être poursuivis aujourd'hui au pénal.
on doit pouvoir poursuivre au civil, demander des dommages et intérêts. Il y a des décisions qui étaient rendues par la Cour de justice de la CEDEAO, dont le Sénégal est membre. Abdou Diouf a signé, n'est-ce pas, le protocole créant la Cour de la CEDEAO. De la même manière, la Cour de l'Union africaine, il ne faut pas citer les institutions onusiennes, ils vont dire oui, c'est les Toubabs. Je cite les institutions africaines, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, la détention de ces personnes est une détention arbitraire. Et nous disons que c'est bien de parler d'Alioune Sané, mais nous devons parler aussi de Bassirou Diomaye Faye, nous devons parler de Fadilou Keïta, de Assane Seck, qu'on oublie, n'est-ce pas? Totalement oublié. Et on doit parler de ces personnes et demander aussi qu'ils soient libérés. Bassirou Diomaye Faye, on dit oui, outrage au magistrat. Mais qu'est-ce qu'un journaliste qui se réclame ami de Macky Sall, qui dîne avec lui, qu'est-ce qu'il n'a pas écrit sur le juge Keïta quand il a rendu une décision, n'est-ce pas, en première instance, condamnant Ousmane Sonko jusqu'à 2 mois de prison avec ceci. Qu'est-ce que le journaliste ami de Macky Sall n'a pas écrit sur le juge Keïta? Un autre énergumène, ancien parlementaire de l'APR, qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur le juge Sabassi Faye ces derniers jours, parce qu'il a rendu une décision favorable à Ousmane Sonko. Donc il y a aujourd'hui des poursuites sélectives. Le parquet de Dakar aujourd'hui fait des poursuites sélectives. Quand ce sont des gens qui sont proches du pouvoir, on ferme les yeux, mais dès que ce sont les opposants, on les active. Certainement, c'est les politiciens de l'APR et le garde des Sceaux, notamment celui qui était là avant, il appelle et il demande de poursuivre. Et cela n'est pas acceptable, parce que les agissements du parquet discréditent toute la justice. Parce que les citoyens ordinaires n'arrivent pas à faire la différence entre le parquet, n'est-ce pas, et les juges d'instruction et les juges du siège. Et le parquet est non seulement sous l'autorité du ministère de la Justice, qui lui donne des instructions, y compris de poursuivre des personnes, de ne pas poursuivre des personnes, mais il a des pouvoirs exorbitants. Qui peut vous envoyer en prison aussi longtemps qu'il veut. Et c'est cela notre problème aujourd'hui. La justice est discréditée à cause de cette lien d'autorité qu'il y a entre le parquet et l'exécutif, et que tous les présidents du Sénégal, et particulièrement Macky Sall, ont usé, ont abusé. C'est une vieille bataille, ça. Voilà. Absolument. Donc, c'est une bataille que Téliko a menée quand il était évidemment à la tête de l'UMS, que laquelle le président mène, mais peut-être beaucoup moins connu que évidemment Téliko le menait. Mais c'est des batailles qu'on doit mener pour l'indépendance donc, de la justice. De la justice. Hassan? Oui, justement, président. Donc c'est une manifestation que nous avons organisée, nous, société civile. C'est pas le F24. Ce n'est pas. D'accord, c'est clair. Voilà, c'est nous qui l'avons organisé. Est-ce qu'il n'y a pas une récupération politique Le préfet l'a autorisé au dernier moment. Moi, je savais. Le préfet l'a autorisé au dernier moment. Et donc, du coup, il y a eu des couacs. Parce qu'en matière de communication, en matière d'organisation, parce que c'est au dernier moment, à 11h, que ça a été organisé, autorisé. Et je dois saluer l'implication personnelle du ministre de la Justice, de l'Intérieur, qui est intervenu pour que la manif soit autorisée. Et je l'encourage à persister dans cette voie. Parce que lui, il vient du mouvement des droits humains. Oui. Les honneurs qu'il a eus dans le mouvement des droits humains comme président de l'AFIDH, qui est une ONG qui regroupe des milliers d'organisations dans le monde entier, dépasse largement les honneurs qu'il a aujourd'hui en tant que ministre du gouvernement du Sénégal. Qui le connaît en Amérique latine en cette qualité de ministre du gouvernement du Sénégal? Mais en Amérique latine, dans les pays arabes, partout les gens le connaissent en tant qu'ancien président de l'AFIDH. Donc l'héritage qu'il va laisser à sa descendance et à la postérité, c'est la présidence de l'AFIDH. Il ne faudrait pas qu'il, évidemment, échange cet héritage-là contre des privilèges politiques. Il faut qu'il desserre le tout. Les manifs, lorsqu'ils sont organisés, et se déroulent de façon pacifique. Hier, c'était le cas. Il y a eu peut-être plus de milliers de personnes dans un espace extrêmement restreint. N'est-ce pas? Mais les gens se sont dispersés tranquillement. Il n'y a pas eu de débordement. Aucun débordement. Donc, et je le dis toujours, ce sont les interdictions préfectorales qui sont la cause des troubles à l'ordre public au Sénégal. Ce ne sont pas les citoyens, c'est les préfets qui confisquent les libertés et qui amènent les citoyens à adopter des positions de défiance. Très bien. Hassan? Voilà. Président, justement, là où il y a un peu de polémique, c'est au niveau du concept
de détenus politiques. Souvent, c'est vrai qu'il y a eu des manifestations, il y a eu des casses, des violences, des morts d'hommes, des maisons brûlées, voitures brûlées, etc. Certainement, il y a eu aussi des gens qui sont auteurs peut-être de crimes ou de délits de droit commun. Et dans ce groupe, milliers de quelques personnes, etc. Est-ce que aussi, on ne peut pas vous reprocher effectivement de tout confondre? Parmi eux, il y a des gens qui sont certainement auteurs de délits d'opinion, mais d'autres sont certainement aussi auteurs de délits de droit commun. Non, nous sommes très clairs. Si vous avez vu l'annonce que nous avons envoyée aux médias, si vous avez vu le visuel que nous avons présenté au public, nous disons libération d'Alioune Sané et de toutes les personnes détenues pour avoir exercé le droit à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion et au droit de réunion pacifique. Absolument. Donc, vous ne faites pas d'amalgame. Non, c'est très clair. Il y a les casseurs. Nous ne défendons pas les casseurs. Il y a ceux qui ont brûlé des voitures, il y a ceux qui ont porté atteinte à des vies humaines. Ces gens doivent être poursuivis. De même que ceux qui, du côté de l'État, bien sûr. ont porté atteinte à des vies humaines. Les nervis. On parlait de nervis aussi. Les nervis. Et dont l'existence aujourd'hui ne fait plus l'objet de conduite. Les médias internationaux l'ont bien documenté. N'est-ce pas? Mais aussi les membres des forces de défense et de sécurité. Qui ont également peut-être fait des... Mais absolument. Qui ont utilisé la force de façon contraire aux normes internationales. De façon contraire aux normes internationales. Et qui doivent être poursuivis. Mais quand vous entendez le discours des hommes du pouvoir, c'est ce qu'il faut poursuivre, ce sont les gens de l'opposition. Les autres, Macky Sall les protège. Surtout de Pastef. Oui, parce que c'est tout. Excusez-moi Fatou, mais le sentiment qui se dégage depuis quelques mois, c'est que quelque part, c'est comme si on vivait une sorte de macartisme à la sénégalaise. C'est-à-dire qu'il y a des poursuites de pastifiens en fait. Ils sont, en tout cas, c'est un camp qui est ciblé. Oui, stigmatisé, plus ou moins arrêté systématiquement. C'est comme si on voulait décapiter aussi le mouvement. Vous savez, il y a un mensonge d'État et un mensonge des médias autour de ce qui se passe avec Pastef. Les médias essaient de nous faire croire que Pastef c'est un parti violent, c'est un parti insurrectionnel, n'est-ce pas? Et que c'est quelque chose de nouveau au Sénégal. Oui, c'est ce qu'on nous dit, y compris le procureur. Oui, mais écoute, je comprends, le procureur et le ministre de la Justice, c'est des politiciens, mais quand des médias se mettent justement à cautionner cela, et même à faire de la propagande de cela. Mais Pastef est né quand? Pastef est né en 2014. Entre 2014 et 2021, qui a entendu Pastef être mêlé à des actes de violence? Pastef a quand même participé en 2014 et 2021 à une campagne des élections législatives et une campagne présidentielle. Pendant la présidentielle de 2019, on ne les a jamais entendus dans des actes de violence. Ousmane Sonko lui-même, quand il est entré en politique, qu'est-ce qu'il a commencé par écrire des ouvrages? Sauf que maintenant, il y a des commandos, des forces spéciales. Oui, j'arrive. C'est peut-être là où... Non, mais j'arrive. Mais j'arrive. Parce que le tournant, ça a été cette affaire Adji Sarr. Donc tout le monde savait dès le départ que c'est une affaire. C'était pas très clair. Écoute, tout le monde savait que cette affaire allait finir comme elle a fini. Viol, menace avec une arme, tout le monde savait que c'est pas vrai. Après, dans un salon. Oui, écoute, dans un salon. Les seuls gens qui croyaient à ça, c'est ceux qui voulaient l'utiliser pour éliminer Ousmane Sonko. Et ça, en procès, ça a fini à quoi? Donc, c'est l'affaire Adji Sarr qui a radicalisé Sonko, parce qu'il sait qu'on n'a pas pu utiliser les délits de corruption, etc., comme Khalifa et Karim pour m'éliminer. Ils vont utiliser cette affaire de meurtre pour m'éliminer. Et moi, je n'accepterai pas d'être éliminé. N'est-ce pas? Comme Karim et Khalifa. Soit dit en passant, Khalifa n'a jamais accepté d'être éliminé. Khalifa a bien dit, devant le parvis de la mairie, il a appelé ses partisans à Khalifa l'a dit. Il a même versé des larmes. Ah oui, tardivement, parce que c'était à la veille de son arrestation. Voilà, mais il a appelé quand même ses partisans à résister. Il faut qu'on arrête. Karim Wade, mais l'appareil du PDS ne l'a pas soutenu. Les seules personnes qui ont voulu mettre tous ces mangas, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Tous ces mangas, je crois que Victor Sadio Diouf, là, on les a mis en prison. Mais les caciques du PDS, n'est-ce pas, ils voulaient tous la place de Karim. Ils ne l'ont pas soutenu. Peut-être à part ses proches parents comme Doudouad et d'autres, etc. Donc,
C'est ça. C'est cette affaire qui a balancé Et puis, mais le discours radical, maintenant, on en a connu. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu entre 88 et 2000 On a connu des événements assez graves. On a quand même ici tué un vice-président du Conseil constitutionnel. Abdoulaye Wade a quand même été arrêté pour cela. N'est-ce pas? Ça aurait été Macky Sall aujourd'hui, il l'aurait utilisé pour éliminer définitivement Abdoulaye Wade du champ politique. Il aurait été à la place d'Abdou Diouf. Abdoulaye Wade aurait été définitivement éliminé du champ politique. L'affaire des policiers sur le boulevard Général de Gaulle. Wade était présent dans la manif. Landing Savané qui soutient Macky Sall était présent dans la manif. Ça aurait été Macky Sall aujourd'hui, ils auraient été peut-être condamnés à mort parce que la peine de mort existait à l'époque. Oui, parce qu'on a tué des policiers. Ah oui, 6 policiers. Ils auraient peut-être été condamnés à mort. N'est-ce pas? Et tout cela, c'était des discours radicaux, très radicaux quand même d'Abdoulaye Wade pendant cette période-là. C'était radicaux. Eux-mêmes, entre 2000 et quand Macky Sall, quand il entrait dans l'opposition, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur l'administration? Le préfet de Diourbel a voulu nous empêcher d'entrer à Diourbel. C'est notre droit, on est entré à Diourbel. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Les magistrats à qui on donnerait je ne sais pas quoi des pécules. Il a tout dit. Le policier Fodé Ndiaye, il est mort à la place de l'Obélisque après une manif qu'eux-mêmes ils ont organisée. N'est-ce pas? On l'a vu avec son matelas à la place de l'Obélisque, Macky Sall, en disant qu'il va passer la nuit à la place de l'Obélisque. Wade aurait pu l'utiliser quand même pour les éliminer. Wade avait la police, il avait la gendarmerie. Mais Wade, c'est un républicain. Aussi bien Wade que Diouf, ils ont toujours cru en eux-mêmes. Ils ont tout le temps pensé que leurs adversaires, ils devaient les affronter. Ils devaient les battre, n'est-ce pas, sur le terrain politique. Ou être battus. Voilà. Et c'est pour cela que malgré ces événements graves entre 88 et 2000, Abdou Diouf n'a jamais cherché à éliminer Wade d'une compétition électorale. Il l'a tout le temps réhabilité en adoptant des lois d'amnistie pour le ramener. Et l'affronter, et le battre, et finalement être battu par lui en 2000. Wade n'a jamais cherché, n'est-ce pas, à les éliminer, y compris en utilisant des affaires de corruption. Il aurait pu en fabriquer. Oui, bien sûr. Oui. Il aurait pu en fabriquer. Idrissa Seck, après l'affaire des chantiers de Thiès, oui, il aurait pu en fabriquer. Mais Wade a un vécu, il a un parcours. Il s'est dit, je vais l'affronter. Et il disait, je vais les battre aux élections. Mais c'est cela qu'on n'a pas avec Macky Sall. Macky Sall a tout le temps pensé qu'il devait éliminer ses principaux adversaires pour pouvoir passer. C'est ce qu'il a fait en 2000. On sent une animosité plus qu'une adversité. C'est ça qui nous étonne un peu. Le grand changement que Macky a introduit dans le champ politique, c'est que pour la première fois, n'est-ce pas, l'adversaire politique n'est plus, l'opposant politique n'est plus considéré comme un adversaire, mais comme un ennemi. Et c'est cela qui est grave. C'est grave. Dans un pays de 17 millions d'habitants, où tout le monde est parent. Ouais, quand même. Ça, oui. Tout le monde est parent. Ça, oui. Et où chacun a des parents partout au Sénégal. Heureusement d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs. Et c'est cela qui nous lie et qui nous empêche de basculer. Absolument. Senghor disait, lors d'une finale de Coupe du Sénégal en 1979, quand les gens du Sud soulevaient des pancartes, Senghor dit, je préfère le régionalisme au tribalisme. Il a dit, je préfère le régionalisme au tribalisme. Parce qu'il a dit, le régionalisme casamancé, c'est un régionalisme multi-ethnique. Absolument. Vous avez des Wolofs, vous avez des Peuls, vous avez des Sérères, vous avez des Nar, vous avez tout le monde. Vous allez à Carabane, tous les Diola de Carabane, c'est des gays. Les ancêtres, c'est des Saint-Louisiens, c'est des Gandiol, etc. Donc, il a dit, je préfère le régionalisme au tribalisme. Et on n'est pas un peuple tribal. Et c'est cela qui nous sauve des guerres civiles comme le Congo et ailleurs. Il faut que Macky Sall évite de créer une fracture dans cette société. Parce que ce qui est en train d'arriver avec l'affaire Sonko, si le pire se produit avec l'affaire Sonko, surtout le commun, n'est-ce pas, il va créer dans ce pays une fracture ou bien une division qui va persister pendant très longtemps. Pendant très longtemps. Je ne dis pas entre la Casamance et le reste du Sénégal, mais au sein même de la nation sénégalaise. Oui. Entre partout ce large courant de jeunes qui croient en Sonko et qui pensent que c'est lui qui incarne leur avenir et le reste, justement, des Sénégalais. Un marabout de Touba l'a dit une fois, mon yen halé, mon ganda andak Macky.
mais ñun mag ñi dañuy xale yi mën nga ànd ak Sonko waaye ñun mag ñi moom bàyyi la ñu ànd ak Macky. C'est vrai, c'est pas tous les jeunes qui sont avec Sonko, c'est pas tous les adultes qui sont avec Macky, mais il voulait caricaturer. Donc il faut éviter, pour des luttes de pouvoir, de créer cette fracture. Amadou Ba n'en a pas besoin. Amadou Ba n'a pas besoin du coup de pouce de Macky Sall pour passer. C'est le mot radical de ce gouvernement-là. C'est le mot extrémiste de ce gouvernement-là. C'est quelqu'un qui peut rassembler. Il n'est pas dans la polémique. Voilà, il n'est pas dans ça. Pas dans la polémique. C'est le mot radical, c'est le mot extrémiste. C'est quelqu'un qui peut rassembler au-delà même de la paire. Il n'a pas besoin que Macky Sall utilise ses méthodes pour le faire passer. Parce que ça va le poursuivre. Il va être ensuite un président par procuration. À qui on va vouloir tout le temps imposer des personnes ou imposer des politiques. Et cela peut créer de l'instabilité à l'avenir. Comme on l'a vu au Niger. Parce qu'on ne dit pas l'origine de la crise au Niger. Oui. C'est un peu ça aussi. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui que tous les Sénégalais le comprennent, y compris ceux qui sont avec lui, qui pensent que on doit le suivre jusqu'au bout. Je ne dis pas qu'il faut que les gens n'obéissent pas à son autorité. Il est le président jusqu'au mois d'avril. Mais il faut que les gens sachent que tous les fonctionnaires de ce pays, les préfets, le sous-préfet, le directeur général des élections, le directeur de la DAF, n'est-ce pas, les magistrats, n'est-ce pas, les forces de sécurité, tout le monde doit savoir que leur seule loyauté, c'est par rapport à l'État et par rapport à la loi. Surtout. À la loi. Qu'un acte ne doit être posé, n'est-ce pas, qui soit, évidemment, en porte-à-faux avec la loi. Ils ne doivent loyauté, ils ne doivent obéissance qu'à la loi. On le dit bien en droit international, tout ordre manifestement illégal ne doit pas être obéi. Le directeur de la DAF n'avait aucune raison de ne pas remettre ses fiches de parrainage Ousmane Sonko. Oui, j'ai entendu M. Doundoy dire oui, il faut qu'on le réinscrive d'abord, mais qui est-ce qui l'a radié? C'est certainement les gens de la DAF. La DAF et la DG sont tous... On le remet dans les listes. On exécute la décision de justice immédiatement. C'est ça l'état de droit. L'article L47. Voilà. On le réinscrit et après on attend le recours. Parce que, évidemment, le recours n'est pas suspensif. La loi organique, c'est la Cour suprême est très claire. Ce recours n'est pas suspensif. Les seuls cas où les recours sont suspensifs sont bien énumérés dans la loi. Dans la loi. N'est-ce pas? Sur la Cour suprême. Absolument. Donc, c'est quand même extrêmement grave qu'un fonctionnaire du niveau de Tiendela puisse choisir de désobéir à la loi pour obéir. Qui reçoit des instructions, normalement. Peut-être que ce sont les instructions qui reçoivent les supérieurs. Oui. Ils n'osent pas aller à l'encontre. Oui. Hein? Oui. Mais, quand même, il y a la loi. Il faut obéir à la loi. Tous les fonctionnaires doivent obéir à la loi. Si on leur donne des instructions qui sont contraires à la loi, ils ne doivent pas les exécuter. Alors, personne ne les radiera de la fonction publique parce qu'ils ont refusé d'appliquer une instruction illégale. On peut le sortir de leur poste, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas les radier. Il y a un risque. Voilà. Le risque, c'est quoi? Occuper un poste ou après... Affectation, c'est quoi? Tu vas à Fongolimbi, mais c'est le Sénégal. Tu vas mener une belle vie là-bas. Parfois, on vit mieux on vit mieux, il y a moins de pollution, vos enfants ne seront pas asthmatiques et tout. Donc, voilà. Alors, M. Gassama, après l'autorisation de votre marche hier, qui quand même vient après plusieurs interdictions, est-ce qu'on peut considérer cela comme un signal positif venant du ministre de l'Intérieur, comme vous venez de révéler qu'il s'est personnellement impliqué? Oui. Beaucoup d'acteurs politiques, notamment de l'opposition, ont aussi émis des craintes par rapport à l'organisation de la prochaine élection. Au nom de son parcours de défenseur des droits humains, pensez-vous qu'il organisera justement une élection libre et transparente? Moi, je pense qu'il a un vécu. La différence entre Sidiki et Ismaïla Madior et Antoine, c'est que Sidiki a un vécu. Il a un vécu. Et ce n'est pas quand même une personne jeune. Il a eu beaucoup d'expérience. Il a défendu beaucoup de chefs d'État à travers le continent. Il connaît comment ça fonctionne les États, comment ça fonctionne les systèmes. Et c'est que les droits humains. Je crois que le dernier remaniement
porte clairement la touche de Amadou Ba. Même si c'est Macky Sall qui reste le président, mais on sent la touche de Amadou Ba. Le déplacement de certaines personnes controversées, comme Ismaïla Madior Fall, le ministre de la Justice, même si celle qui le remplace a été aussi connue pour être une défenseur infatigable de Macky Sall. Mais je pense que certains positionnements dans le gouvernement montre clairement sa touche, et il y a certainement une volonté d'éviter certaines personnes très polarisées qui ne pourront pas dialoguer avec la classe politique, parce que simplement il y a déjà beaucoup de contentieux avec la classe politique. Moi je pense que il devrait peser tout son poids, même s'il est dans un système. Sidiki est dans un système, il est dans un gouvernement. Oui. Il reste sous l'autorité du Premier ministre. Il reste sous l'autorité du président. Mais ce qu'on attend d'un ministre, c'est de pouvoir dire, d'aller voir le Premier ministre et dire, monsieur le Premier ministre, je pense que ça, c'est pas une bonne décision. Voici la bonne décision. D'aller voir le président et dire, ah, monsieur le président, moi je pense que c'est ça qu'il faut faire, et d'argumenter. Vous savez, le dernier conseil juridique d'Abdoulaye Wade, Yves Gounet, c'était un conseiller français d'Abdoulaye Yves Gounet, il m'a dit, au sujet de Cheikh Tidiane Sy, qui était ministre de la Justice, il m'a dit, c'est l'un des rares ministres qui vient voir Abdoulaye Wade et il dit, monsieur le président, ce que tu veux faire, je ne suis pas d'accord. Il arrive qu'il s'engueule. Il ose. Voilà. Ça, c'est une bonne... Il me dit, c'est le seul ministre dans le gouvernement qui va voir Abdoulaye Wade le soir, le regarde et dit, monsieur le président, je ne suis pas d'accord avec ça. On fait ça. Mais ça, c'est important. Et moi-même, il m'a dit plusieurs fois, Gassama, moi, quand je te dis oui, c'est oui, quand je te dis non, c'est non. Et grâce à lui, et grâce à Serigne Diop aussi, qui était garde des Sceaux avant, qui sont des personnes de caractère, on a pu obtenir l'abolition de la peine de mort au Sénégal. On a pu obtenir la création de l'Observatoire de lieu de privation de liberté au Sénégal. Parce que des ministres, n'est-ce pas, qui savaient. Mais un ministre, oui, qui dit au président, dis-nous ce que tu veux et on le fait. Qui est incapable de dire au président qu'il n'est pas informé. Parce que le président, n'est-ce pas, même s'il reçoit des bulletins de renseignement, il peut tout savoir. Mais le ministre doit pouvoir dire au président, je pense que ces manifs, c'est mieux de les autoriser, de les encadrer. Cela va créer moins de troubles et de problèmes pour le pays. Et cela va préserver ton image et l'image du Sénégal au niveau international. Ça, on l'explique au président, il comprend. Mais si le ministre est incapable d'expliquer cela au président, et dit au président que votre volonté soit faite, et le président, il est influencé par des extrémistes de son parti, parfois des gens irresponsables, qui disent alors, bon, on espère que Sidiki sera en mesure de dire au président à chaque fois, y compris au Premier ministre d'abord, nous pensons que ce qui s'est passé avec la manif de la société civile, ou la manif de l'opposition qui a eu lieu, je crois, au mois d'avril ou de mars, à la part de l'Obélisque, qui s'est dispersée tranquillement. Il faut les autoriser, il faut les encadrer. Et nous, on a été flexibles, ce que les politiciens aussi, souvent, ils n'aident pas. Moi, quand le préfet m'a dit, M. Gassama, votre trajectoire, école de police, jet d'eau, ne me convient pas, pour telle et telle raison. Voilà, c'est une rue très fréquentée, il y a beaucoup de transports publics qui passent. Je vous propose, n'est-ce pas, le trajet jet d'eau, Terminus Liberté 5. J'ai dit, aucun problème. Bien sûr. Mais ça ne doit pas. Et j'ai dit, et le point de chute, c'est où? Et il me dit, Terminus, je dis, non, madame le préfet, moi je préfère un point de chute au jet d'eau. Et il me dit, le jet d'eau, c'est un point où tous les cas de transport, etc. J'ai dit, il n'y a aucun problème. Malheureusement, parfois, les policiers aussi refusent ces compromis. Ils ne veulent pas changer d'itinéraire souvent. Et finalement, ça crée des problèmes. Nous sommes de la société civile. On n'est pas dans ce genre de polémique. Toutes les propositions qui ont été faites, on a accepté. Et on a pu tenir le meeting. C'est vrai que, évidemment, on a invité tous les Sénégalais. Les gens du pouvoir ne sont pas venus, les opposants sont venus. Ils en ont profité aussi pour dire leur frustration et d'avoir été empêchés de manifester. Depuis, je crois, le mois de mars, ils n'ont plus manifesté dans ce pays. Donc, et cela, nous ne considérons pas que c'est une mauvaise chose. Parce qu'ils ont pu dire ce qu'ils pensent, sortir ce qu'ils ont dans le cœur, dans les tripes, mais de façon pacifique, et de rentrer tranquillement. C'est eux-mêmes, Imam Dramé, n'est-ce pas, Cheikh Bara Ndiaye, qui ont appelé les gens, n'est-ce pas, à respecter la police, à ne pas faire des policiers nos ennemis, à éviter tout débordement. Et ça, ce sont des gens proches de Pastef. Mais c'est eux qui ont lancé ces appels. Et ça,
je pense que si on les autorise à faire leur meeting eux-mêmes, ils peuvent avoir la même attitude. Alors, vous comptez maintenir cette tendance de manifester jusqu'à la libération de votre collègue Aliou Sané et des détenus politiques, ou vous pensez que cette manifestation à elle seule suffit pour faire pression sur les autorités? Non, Aliou Sané, nous avons activé tous les réseaux au niveau international. Aujourd'hui, Frontline Defenders, qui est la principale ONG basée en Irlande, mais qui travaille dans le monde entier, qui défend, toute personne qui défend les droits humains, a pris le cas d'Aliou Sané en charge. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons saisi les Nations Unies et du cas d'Aliou Sané. Et les Nations Unies vont prendre en charge le cas d'Aliou Sané. Ça va être une affaire pour laquelle le Sénégal va devoir s'expliquer devant les Nations Unies. Dans les jours et dans les semaines à venir, le Sénégal va s'expliquer devant les Nations Unies sur l'arrestation d'Aliou Sané, qui, je le dis encore une fois, est une arrestation inacceptable. Derrière son arrestation, il y a la volonté de mettre en prison, jusqu'après les élections de 2024, un homme politique, enfin, un acteur de la société civile, qui est capable de mobiliser, qui est capable d'organiser. Parce que le vice-président des F24, il est capable de mobiliser, il est capable d'organiser. Donc, on veut le réduire au silence. C'est une arrestation arbitraire, commanditée par le pouvoir. Parce que derrière le procureur, c'est le pouvoir. L'acharnement du procureur contre Aliou Sané, cet acharnement, nous voyons derrière la main du ministre de l'ancien garde-sceau Ismaïla Madior Fall et de Macky Sall. Et leur seul but, c'est de réduire Aliou Sané au silence. Et ça, pour nous, c'est inacceptable. C'est pas inacceptable parce que c'est Aliou Sané. Ce serait inacceptable pour n'importe quel citoyen, n'est-ce pas, Fatia Ngom ou une autre personne. Parce que cela montre que, aujourd'hui, l'exécutif peut insulter le procureur de vous arrêter et de vous mettre en prison sans que les gens ne se mobilisent pour vous. Donc, la motion d'hier a pour but de dire non à ce genre d'arrestation. Et ce que nous avons entrepris au niveau international avec Frontline, au niveau des Nations Unies, vise simplement à empêcher que de telles forfaitures ne continuent de se produire dans ce pays. Et que le parquet et les juges du siège ne soient pas obligés, sous la pression de l'exécutif, certainement, n'est-ce pas, de les cautionner. Et donc, nous allons continuer la bataille jusqu'au bout pour sa libération. J'ai entendu dire que Macky Sall va être le procureur général des Nations Unies, mais avec tous ces vous savez, déjà au mois de septembre de l'année passée, il y a au moins 13 rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui l'ont écrit pour s'inquiéter de la situation des droits humains au Sénégal. C'est inédit. Généralement, c'est un seul expert qui écrit, mais là, c'était d'une dizaine d'experts qui ont écrit au Sénégal pour s'inquiéter de la situation des droits humains. Et avec le cas d'Aliou Sané, ça va encore être le cas. Le cas. Et donc, je ne vois pas comment quelqu'un qui aura dans son pays traîné au sein de casserole peut prétendre être secrétaire général des Nations Unies. Cela me surprendrait. En tout cas, c'est ce qu'il aime. Et moi, je fais partie de ce qu'il aime. Parce que je l'ai défendu quand il était opposant. Ce que je lui conseille, c'est de faire en sorte que les mois qu'il reste encore à passer au pouvoir, qu'il puisse réunifier ce pays. Qu'il puisse faire en sorte que nous allions vers des élections inclusives. Qu'il libère tous les détenus. Absolument tous les détenus. Sauf ceux qui ont commis des crimes de sang. Et ceux qui ont détruit des biens d'autrui. Cela, la justice doit évidemment examiner leur cas. Mais toutes les personnes qui ont été arrêtées pour des posts Facebook parce qu'ils ont exprimé, il faut les libérer. Il faut les libérer. Il faut aller vers la décrispation. Il faut aller vers des élections inclusives. Macky n'a pas à avoir peur d'aucun de ses candidats, ni de Khalifa, ni de Karim, ni de Ousmane. Il ne doit pas avoir peur d'eux. Parce que nous ne sommes pas dans ce pays dans une logique de vengeance. C'est lui quand même qui a commencé les emprisonnements. Avec la traque des... Vous savez, Wade, quand il est arrivé au pouvoir, le jour où il a prêté serment, il a dit j'amnistie Abdou Diouf. Tout le monde a dit mais le président, c'est pas vous qui pouvez amnistier Abdou Diouf, c'est le Parlement. Mais il a dit juste après la prestation de serment, j'amnistie Abdou Diouf. Ça montre. C'est un abus de langage, mais. Voilà. Mais ça montre que dans ce pays, on n'est pas dans une culture de vengeance. Le peuple sénégalais n'aime pas ça. Quel que soit celui qui va le remplacer, même celui qu'il estime être son pire ennemi, il ne pourra jamais faire la persécution contre lui.
je pense que ce serait mauvais pour ce président-là. Ce serait mauvais pour l'image du Sénégal que ce qui se passe en Mauritanie en ce moment ou ce qui se passe dans d'autres pays puisse avoir lieu ici. Aziz, voilà. Hassan, nous pouvons avancer. Il nous reste à peine 15 minutes. On va parler de son cas qui est quand même assez critique. La grève de la faim, la conséquence, le coma, la fuite de documents, la polémique, le procureur qui s'autosaisit pour la fuite. Mais derrière, il y a quand même le cas d'une personne dont le pronostic vital est engagé. Oui, moi je pense que c'est d'abord, je ne sais pas qui est-ce qui a rendu public ces documents, mais c'est une très bonne chose. Parce qu'on avait ce journaliste que je ne voulais pas nommer, nous faisait croire que et beaucoup de gens au pouvoir, que Sonko c'est manipulateur. Voilà ce qu'on nous disait, que c'est manipulateur. Il se porte bien. L'ancien garde des Sceaux lui-même disait rien ne lui arrive, rien ne lui arrive, etc. Mais maintenant on a vu que c'est faux, que la situation est beaucoup plus grave. Donc c'est bon pour les citoyens. À cause de toutes les personnes qui disaient c'est manipulateur, et j'ai entendu quelqu'un qui vient de quitter votre plateau qui parle de manipulation, de savoir que ce n'est pas de la manipulation. Quelqu'un ne peut pas faire plus 10 jours de grève de la faim et être en bonne santé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et j'ai dit que la grève de la faim, c'est un moyen de lutte. Un des compagnons d'Abdoulaye a dit que si nous avons été libérés ou acquittés dans l'affaire Médicey, c'est parce qu'on a fait une grève de la faim. C'est un des compagnons de Wade qui le dit. Il dit on a fait une grève de la faim de 3 ou 5 jours. Et Abdou Diouf a dit voilà. Donc c'est un moyen de lutte que Mandela a utilisé, que d'autres hommes politiques dans l'histoire de ce pays, éminents hommes politiques, ont utilisé. Mais il faut que vous soyez devant un régime démocratique. Un régime démocratique qui ne considère pas ses opposants comme des ennemis, qu'il faut abattre. Qui, lorsqu'on a des motifs de les abattre, il faut les abattre. Parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Comment Macky Sall pourrait être insensible à la situation de Sonko, qui inquiète des millions de Sénégalais. Même les gens de son camp, ceux qui sont avec lui, sont aujourd'hui inquiets de la situation de Sonko. Et il a dit qu'il est indifférent. Il veut nous montrer quoi? Qu'il est dur? Qu'il est insensible? Ah mais non. Juan Branco est poursuivi pratiquement pour les mêmes chefs d'inculpation que Ousmane Sonko. Il a provoqué le Sénégal d'ailleurs. Il a provoqué le Sénégal. Ouais. Et cela dit en passant, il y a des gens qui sont en prison pour l'avoir aidé à venir au Sénégal. Mais lui, on l'a libéré, il est parti. Le maire des Parcelles, Jamil Sane, est en prison. Ben Taleb Sow est en prison pour l'avoir aidé à venir. Mais on devait d'ailleurs le décorer parce qu'ils avaient lancé un mandat d'arrêt contre lui. Si il l'aide à venir ici, ils devraient plutôt le décorer. Ils les mettent en prison. L'hôtel où la logé là, 4 étoiles. Le propriétaire de l'hôtel est arrêté. Absolument. Oui. Vous savez, Macky Sall aujourd'hui dispose, la justice sénégalaise dispose de moins. Il suffit d'instruire le parquet, n'est-ce pas, pour qu'ils utilisent tous les moyens de droit pour remettre Ousmane Sonko en liberté. On ne dit pas, en attendant que l'instruction se poursuive et qu'on aille éventuellement vers un procès. Voilà. On peut le remettre en liberté, n'est-ce pas? Continuer l'instruction, n'est-ce pas? Et si on doit arriver à un procès, on va à un procès. Mais laisser quelqu'un agoniser de cette manière, c'est ça le problème. Avec le risque qu'il puisse mourir en prison, n'est-ce pas? Franchement, je pense que ce pays est en train de prendre un tournant extrêmement dangereux. Parce qu'on n'aurait jamais imaginé que dans ce pays, que des hommes politiques puissent en arriver là. Dans un pays où, je le dis encore, où tout le monde est parent, où tout le monde se connaît. On n'est que 17 millions. On ne fait pas la population d'une seule ville en Asie. Tout le monde se connaît. La preuve, quand il y a des funérailles, tout le monde y va. Et tout le monde est là. Il va. Donc, les parquets, il suffit que Macky Sall dise au garde des Sceaux d'instruire le parquet, n'est-ce pas, pour que le parquet trouve les moyens sans que la justice ne perde la face, pour le remettre en liberté provisoire, continuer l'instruction. Et si on doit aller dans un procès, on va en procès. Mais que le procès soit également un procès juste et équitable. Mais on ne peut pas les laisser languir, on ne peut pas les laisser mourir. J'ai vu hier Cheikh Bara, ce n'est plus la même personne. Oui, ce n'est plus la même personne. Est-ce qu'il va recouvrer toute la plénitude de ses forces? On ne sait pas. Donc, il faut vraiment qu'on se ressaisisse, à commencer par le président. Qu'on se ressaisisse. Et il faut aussi que ça soit une volonté de chacun de nous, y compris les opposants.
il faut qu'on aille vers un climat d'apaisement, que chacun fasse évidemment un pas de son côté. Il faut qu'on se rassure les uns les autres. C'est malheureusement les uns les autres. C'est important aussi. Voilà, il faut que ceux qui pensent que leurs positions vont être remises en cause, parce que ce sont des fils du Sénégal. S'ils sont dans un poste, ils sont méritants, ils font bien leur travail, ils doivent pouvoir rester dans leur travail. Et donc, je pense que si on fait cela, on doit pouvoir avancer. Et j'espère qu'on pourra parler de migration clandestine. Le constat, c'est que la pression de l'opposition ne suffit pas. Est-ce que vous voyez d'autres pistes, peut-être comme des médiations de la société civile ou d'autres acteurs pour peut-être trouver une... Moi, je pense que les seules personnes qui peuvent faire une bonne médiation aujourd'hui, c'est les chefs religieux du Sénégal ou la CEDEAO, une structure comme la CEDEAO, qui attendent toujours qu'il y ait du feu pour venir faire la médiation. Alors que voici des situations propices à la médiation de la CEDEAO. Des chefs d'État de la CEDEAO auraient pu déléguer un gars comme Obasanjo, comme d'autres anciens chefs de l'État, venir au Sénégal faire la médiation. Mais ne faire la médiation comme s'il y a un coup d'État ou une guerre civile. Il faut faire la prévention des conflits. Ouais, c'est ça. Voilà. Justement, c'est le moment de faire des médiations au Sénégal, en Guinée, un peu partout, pour que les gens puissent se retrouver. Voilà. Et si on peut parler d'immigration clandestine, qui endeuille le pays tous les jours, on a aujourd'hui une recrudescence de l'immigration clandestine que beaucoup de gens lient, n'est-ce pas, à la détérioration du climat politique dans le pays. Ce qui passe, ce sont des jeunes. Et beaucoup de ces jeunes semblent être désenchantés, n'est-ce pas, avec la dissolution du PASTEF et avec l'emprisonnement d'Ousmane Sonko. Beaucoup de jeunes croyaient en ce projet qui aujourd'hui est remis en cause de façon brutale par le régime. Et c'est l'une des causes de certains départs. Nous avons discuté avec les gens de Frappe qui nous ont dit clairement que beaucoup de leurs militants dans la banlieue de Dakar, de crainte d'être signalés par ces indicateurs qui sont dans les quartiers, ont pris les pirogues et sont effectivement arrivés en Espagne. Il y a aussi l'autre question, c'est la question de l'exploitation pétrolière et gazière. Et elle s'accompagne quand même de zones exclusives. De larges zones dans la mer, aujourd'hui, n'est-ce pas, du côté de Guet-Ndar, du côté du delta du Saloum, sont aujourd'hui inaccessibles aux pêcheurs. Qui, n'est-ce pas, déjà, alors même que ces zones étaient accessibles, ils étaient obligés d'aller en Mauritanie, d'aller en Guinée-Bissau, en Gambie, d'être arraisonnés, d'être arrêtés, emprisonnés, de payer de lourdes amendes, n'est-ce pas, à cause évidemment des chalutiers étrangers qui écument nos mers. Mais aujourd'hui, avec ces zones exclusives accordées à des entreprises de pêche, il y a clairement un impact sur l'activité des pêcheurs. Des pêcheurs qui ne peuvent plus accéder à ces zones se reconvertissent, n'est-ce pas, en passeurs. Justement, 1500 sont arrêtés. Voilà, on parle que 1500 sont arrêtés. Si 1500 pêcheurs choisissent de se convertir dans le transfert périlleux où ils peuvent perdre leur vie, c'est parce qu'évidemment, il n'y a plus de ressources halieutiques dans ce pays. Et il faut que l'État adopte des programmes de reconversion des pêcheurs dans les zones où, évidemment, il y a l'exploitation pétrolière et gazière, n'est-ce pas, mais aussi et surtout essayer de restaurer un climat politique, n'est-ce pas, sain, où vraiment tout le monde aura envie de vivre dans ce pays sans avoir l'impression d'être pourchassé, d'être persécuté et de risquer d'être emprisonné, n'est-ce pas, à Rebeuss, qui, soit dit en passant, et puis, et comme un camp de concentration. Ce qui se passe à Rebeuss, c'est un camp de concentration. Les détenus qui sont à Rebeuss sont dans une situation qui peut être qualifiée de traitement cruel, inhumain et dégradant. La condition des détenus dans certaines chambres de Rebeuss peut être qualifiée de traitement cruel, inhumain et dégradant. Et c'est contraire aux engagements internationaux du Sénégal. Donc il faut élargir immédiatement les détenus qui sont là-bas pour des raisons d'opinion. Les Fadilou Keïta, tous ces gens qui sont là-bas parce qu'ils ont tenu des propos. Il faut les élargir. Mais surtout, n'est-ce pas, construire de nouvelles prisons. Parce que malheureusement, nous sommes dans un pays à croissance démographique rapide, il y aura toujours des infractions. On a toujours besoin de mettre quand même des gens en prison. Hassan va sans doute rebondir sur l'immigration irrégulière. Mais M. Gassama, j'aimerais vous interpeller aussi sur la situation des femmes détenues au camp pénal de Liberté 6, qui aussi décrit leurs conditions de détention. Vous aviez initié une tournée au sein des prisons, tournée qui n'a pas trop avancé puisqu'elle a été interdite. Est-ce que vous avancez à ce propos? En fait, nous avions l'observatoire aussi, on ne l'entend pas. Nous avions obtenu l'accord de principe de l'ancien garde des Sceaux
pas Ismaïla Madior Fall, de celui qui était là-bas avant. Sall. Maître Malick Sall, mais aussi de la DAP. Ce n'était pas des accords écrits, mais c'était des accords de principe, parce que nous avons un programme de formation avec la DAP que nous faisons, que nous pourrions faire une étude sur les prisons et pouvoir faire des recommandations à l'État pour réformer la législation. Et Malick Sall nous avait dit dans une lettre qu'il était ouvert à toute proposition de la société civile pour changer la législation et faire en sorte que, évidemment, certaines infractions absolument mineures pour lesquelles on place les gens aujourd'hui en mandat de dépôt puissent évidemment être dépénalisées. Donc nous voulions mener l'étude sur cela pour pouvoir faire ces recommandations. Malheureusement, entre-temps, Ismaïla Madior Fall est arrivé au ministère de la Justice et il a tout bloqué. On n'a pas pu faire cette étude. J'espère qu'on pourra, nous allons nous rapprocher de la nouvelle garde des Sceaux pour voir si on peut mener cette étude avant le mois de mars prochain. Parce que le but, c'est encore une fois de faire progresser l'état des droits humains au Sénégal. Ce n'est pas pour faire des critiques, pour dénigrer, mais c'est pour faire des propositions. Lors de la société civile, c'est faire des propositions. Ce n'est pas seulement dénoncer, mais de faire des propositions. Et vous ne pouvez pas faire des propositions si vous ne faites pas des études. Vous faites des études, et si là-bas des études, faites des propositions. Ce que nous voulions faire, Ismaïla Madior, c'est un ami, en passant, nous avons de bonnes relations personnelles. Mais il a quand même entravé ce projet, et il ne nous a pas permis de mener l'étude. Cela dit, pour les femmes, toutes ces femmes qui sont détenues à Liberté 6, on peut considérer que ces femmes qui sont détenues pour des délits d'opinion. Pour avoir exercé le droit à la liberté d'expression. Aucune de ces femmes ne peut être accusée d'avoir brûlé une maison, d'avoir brûlé un bus, ou d'avoir cassé quoi que ce soit, ou d'avoir volé les biens d'autrui. Donc nous pensons aujourd'hui que ce sont des femmes également qui doivent être remises en liberté provisoire. Et laisser l'instruction se poursuivre. Et si on doit arriver à un procès, on arrive à un procès. Mais les laisser, n'est-ce pas, dans cette situation absolument dégradante, n'est-ce pas, faire la grève de la faim. Je ne sais pas si elles ont arrêté ou si elles n'ont pas encore arrêté. Je pense que c'est inhumain. Elles sont toujours en grève. C'est inhumain. Il faut vraiment qu'encore une fois, je lance un appel au garde des Sceaux, Mme Sall, qui est une dame, une véritable militante des droits humains, et qui est une femme. Vraiment de faire un geste envers ces femmes qui font la grève de la faim à Liberté 6. Qu'on leur accorde la liberté provisoire, laisser l'instruction se poursuivre. Et si on doit arriver à un procès, on arrive à un procès. Mais il ne faut pas les laisser, n'est-ce pas, dans cette situation où elles vont languir, elles vont certainement arrêter, mais même lorsque vous arrêtez après plus de 10 jours de grève de la faim, vous allez garder des séquelles. On en a vu chez Bara, quand je l'ai vu, je ne le reconnaissais pas. Et ça, on ne doit pas le souhaiter à son pire ennemi. Voilà. Et ces conditions-là que vous dénoncez aussi, c'est l'organisation, l'Observatoire des lieux de privation de liberté qui devrait y veiller, mais on ne l'entend pas. Comment vous expliquez-vous cela? Vous savez, ce n'est pas seulement l'Observatoire, c'est toutes les institutions de droits humains de l'État du Sénégal qui aujourd'hui sont empêchées de travailler, soit parce que leur statut a été remis en cause par des décrets qu'on a pris pour les mettre sous la tutelle de tel ou tel ministre. Parce qu'il n'y a pas les moyens parfois. L'Observatoire est censé être une administration indépendante. On n'a pas sous la tutelle du ministre de la Justice, mais de facto, ils ont pris des décrets pour le mettre sous la tutelle du ministre de la Justice. Aujourd'hui, l'Observatoire a un budget absolument insignifiant. Vous ne pouvez pas, avec un budget même de 200 millions, permettre à l'Observatoire de surveiller une quarantaine de prisons au Sénégal et peut-être 200 ou même plus commissariats de police et brigades de gendarmerie. Ce n'est pas possible. Donc, l'Observatoire n'a pas les moyens de sa politique. Mais surtout, l'Observatoire, comme toutes les institutions des droits humains du Sénégal, subissent des pressions de l'État. L'État du Sénégal aujourd'hui, l'État que nous avons aujourd'hui, c'est ce qui nous gouverne, sont allergiques à la critique. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils acceptent d'être critiqués par les institutions qu'ils ont eux-mêmes créées. L'Observatoire a quand même fait ici un communiqué courageux pour dénoncer les mauvais traitements que subissent les détenus pendant les transferts entre l'arrestation et les commissariats. Et tout le monde a applaudi, mais ils ont certainement eu à avoir des remontrances pour avoir fait cela. Parce que la société civile s'est engouffrée, la presse s'est engouffrée pour dire, voilà, il y a des mauvais traitements. Alors, ils ont certainement dû subir des pressions, mais nous les soutenons, nous continuons à les soutenir, quel que soit le gouvernement qui sera là, nous continuons à les soutenir. Très bien. Parce que nous avons besoin que ces institutions, que l'Observatoire des lieux de privation de liberté, que le Comité sénégalais des droits de l'homme, que la médiature aient des moyens pour remplir leur mission. Des moyens humains, des moyens financiers, mais surtout qu'ils soient libres
qui ne craignent pas de pression politique, étatique, qui soient libres de faire leur mission et de protéger les citoyens. Et s'ils le font, ils feront une bonne partie du travail de la société civile. Vous savez, en Afrique du Sud, la société civile en Afrique du Sud est extrêmement faible. Les organismes les plus actifs, ce sont les think tanks qui font de la recherche. Mais les ONG de droits humains classiques sont assez faibles. Parce que la Commission nationale des droits humains d'Afrique du Sud fait un travail extraordinaire. Ils ont des centaines d'avocats. Lorsque Fathiam ou une autre personne au Cape ou partout et à son droit qui est violé, ils enquêtent. Et s'il faut l'assister, ils mettent un avocat. Et ils sont financés par l'État, ils sont créés par l'État. Là-bas, la justice fonctionne bien. Ils fonctionnent bien. Mais parce que l'État, la justice fonctionne bien, la Commission nationale des droits de l'homme fonctionne bien, les ONG, du coup, sont moins visibles. sont moins visibles. Parce que les autres ont le moyen d'enquêter plus rapidement et de dénoncer plus rapidement et d'assister plus rapidement les victimes que les ONG. Voilà. Et c'est cela que nous souhaitons pour le Sénégal. Qu'on ait une institution nationale des droits humains forte, performante, que l'Observatoire de liberté soit forte et performante, que la médiature également soit, et les moyens de son ambition. Je ne sais pas ce qu'elle en est aujourd'hui, mais Badara Cissé disait, je ne peux pas aller en Casamance ou faire des tournées parce qu'à mon véhicule, à mon auto. Bon, je ne sais pas si la situation a changé, mais je veux dire qu'il faut non seulement avoir des véhicules, il faut avoir les moyens financiers, mais il faut avoir les ressources humaines suffisantes pour faire ce travail. Voilà. C'est clair. Ah ça, il est midi. Sauf qu'il y a 1500 soit des pêcheurs qui seraient des convoyeurs qui, selon les acteurs, seraient arrêtés actuellement. Parce que la gestion de l'immigration est très compliquée. Parce qu'il va de la responsabilité aussi des populations aujourd'hui qui veulent voyager, etc. Absolument. Et comment faire? Est-ce qu'il faut essayer de les libérer, les mettre sous sursis? Mais en tout cas... Moi, je pense qu'il faut les juger très rapidement. Les donner des peines avec sursis et leur permettre de rentrer chez eux. Ça ne sert à rien de garder 1500 pères de famille en prison. N'est-ce pas? Il faut les juger, les condamner avec sursis et les laisser rentrer chez eux. Et je pense qu'ils ne recommenceront pas, de mon point de vue. Maintenant, l'immigration, elle a des causes profondes. Il faut trouver une réponse à ces causes. La réponse, nous, on était à Foundiougne la semaine passée. On a discuté avec des jeunes. Vous savez, Foundiougne, c'est le seul département du Sénégal où vous avez un arrondissement entièrement dans les îles. C'est Niodior. Une autre partie de l'arrondissement de Toubacouta, Betenti et autres sont dans les îles. Donc c'est le département le plus insulaire du Sénégal. Et ce sont des zones de départ. Et quand vous discutez avec les gens dans ces zones, vous savez que le soubassement, n'est-ce pas, de l'immigration, c'est d'abord les conditions économiques. La pauvreté, n'est-ce pas, la question de l'emploi des jeunes, l'emploi ou le sous-emploi des jeunes sont des questions centrales. Il faut les régler. Il faut les régler d'abord, en valorisant d'abord les produits locaux, en faisant en sorte que les gens aient des chaînes de froid pour conserver les produits, ne pas les bazarder à la bonne saison, et pouvoir les vendre pendant toute l'année, et à bon prix, et pouvoir vivre de ça. Ça, il faut le faire. Si on le fait, et on finance les projets des jeunes de façon efficace. Parce qu'il y a combien d'agences de financement des jeunes au Sénégal? Vous ne pouvez pas les citer, vous ne les connaissez pas. Et il y en a tellement. Il faut rationaliser ces agences-là. Il faut en faire une ou deux agences, n'est-ce pas, les regrouper, leur donner les moyens, faire en sorte que les jeunes les connaissent, qu'ils aient, n'est-ce pas, une politique de suivi, éviter le clientélisme. Les jeunes vous disent, les financements sont faits de façon clientéliste. Si vous n'êtes pas militant, vous savez, c'est quand la campagne électorale approche, que ce soit les municipales ou les législatives ou les présidentielles, qu'on distribue le plus de financement dans ce pays. Je ne parle pas des jeunes, mais tous ces ministères de microfinance et autres, c'est quand les campagnes s'approchent qu'on donne des financements. Et quand on donne des financements dans ces conditions, les gens pensent que c'est des financements politiques. Ils ne sont pas tenus de rembourser. Donc, il faut que les jeunes qui prennent ces financements sachent que c'est l'argent du contribuable sénégalais et qu'ils doivent rembourser. Et que pour qu'ils puissent rembourser, il faut qu'on puisse les encadrer, qu'on puisse les accompagner. Aujourd'hui, les moyens de ces agences-là devraient être beaucoup plus dans le suivi et l'accompagnement des bénéficiaires. Il faut qu'ils puissent accéder à la terre. Beaucoup de gens nous disent, on a des projets où on n'a pas accès à la terre. Il n'y a pas de terre. Vous faites une demande, vous n'obtenez pas la terre pour faire votre projet. Là aussi, il faut que, autant on a décidé de prendre en compte les femmes, n'est-ce pas, dans le dispositif pour l'accès à la terre, il faut aussi qu'on prévoie une place pour les jeunes pour l'accès à la terre. Et je pense que tout cela pris ensemble,
on peut avancer. Il faut que l'État accepte de discuter avec les jeunes, de discuter avec la société civile sur ces questions-là. Voilà. Mais on ne peut pas, comme pour le cas de l'immigration, s'asseoir entre cabinets ministériels, et choisir quelques ONG partenaires et décider de la politique migratoire du pays ou de la politique de jeunesse du pays. Il faut la discuter avec les jeunes, il faut la discuter avec la société civile, avec les communautés, pour évidemment lever tous les goulets d'étranglement et aboutir à une situation qui favorise leur efficacité. Parce qu'on donne quand même beaucoup de fonds aux jeunes depuis le temps d'Ablaï. Les FNPJ, ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Évidemment, il faut se poser ces questions-là. C'est le mot de la fin pour ce grand oral. Merci M. Seydi Gassama d'avoir été notre invité. Ça a été un grand plaisir. C'est moi qui vous remercie et toujours un grand plaisir. Merci. Et je souhaite beaucoup de succès à ce groupe de presse. Merci. Et à son président, Mbagnick. Merci. Nous aimons beaucoup. Merci beaucoup, M. Seydi Gassama. Hassan, merci. Ça a été un plaisir. Comme tous les samedis. Merci à toute l'équipe technique. Malik Faye, Mbaye Mbengdian et Diao Diallo du côté de la radio. Merci aussi à Penda pour le service et le maquillage. Réécoutez ce grand oral lundi à 18h sur Rewmi FM. L'émission est déjà disponible sur notre chaîne YouTube Rewmi TV officielle. Nous y étions en direct. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous samedi prochain, Inch'Allah, pour un autre grand oral. Passez un excellent week-end.